Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sport à 360 dans ce podcast. Je vais vous faire mon plus gros projet qui va vous conter l'histoire et l'évolution de la NBA de 1946 à 2025. Bienvenue dans cet épisode NBA avec comme titre de l'ère des géants à la révolution du basket positionless. Depuis 1946, NBA a connu une évolution constante, passant d'un jeu dominé par les pivots à un style rapide et espacé, où la polyvalence est reine. Autrefois structuré en 5 postes distincts, les joueurs adoptent désormais un basket sans position fixe, où même les grands peuvent manier la balle ou encore tirer à 3 points. Cette transformation s'appuie sur des révolutions tactiques et technologiques, redéfinissant le basket moderne. Des légendes comme Will Chamberlain, Magic Johnson, Michael Jordan et Stephen Curry ont marqué chaque époque jusqu'à l'ère actuelle, portés par des talents comme Victor Wembanyama et Luka Doncic. Alors le basket est-il à l'aube d'une nouvelle mutation? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai structuré mon propos avec 5 parties. Ces parties seront en fonction des certaines décennies de la NBA que j'ai estimé qu'il était important de mettre ensemble. Et ensuite, je vous parlerai de l'évolution des postes en NBA avec les termes importants à connaître et pourquoi le sport est ainsi redéfini en 2025. Le basketball est fondé en 1891 par le Dr James Naismith au Springfield College dans le Massachusetts. La ligue de basket américaine, National Basketball of America, est quant à elle fondée en 1946. Celle-ci a permis au basket de se développer aux États-Unis. Donc de 1946 à 1970, la NBA est en construction. De ce fait, il est important de savoir que le basket est un sport encore rudimentaire influencé par les règles du jeu universitaire. Le jeu est lent, basé sur des systèmes qui sont rigides. Et le jeu est dominé par les pivots. Les caractéristiques du jeu des années 40 à 70, c'est un jeu centré sur la peinture, avec peu de tirs extérieurs car il y a une absence de ligne à 3 points, une domination des pivots, les équipes jouent autour de leurs grands joueurs. Le jeu est basé sur les fondamentaux, savoir prendre des rebonds, effectuer des passes et marquer des points près du panier. Les règles défensives sont strictes, interdiction d'avoir une défense de zone, ce qui favorise le jeu intérieur et le jeu demi-terrain. Et interdiction de faire des prises à deux pour bloquer les joueurs dominants. En parlant de joueurs importants, voici une petite liste exhaustive des joueurs importants de cette époque. Tout d'abord, on commence par le premier joueur important de l'histoire de la NBA, George Mikan, qui jouait aux Minneapolis Lakers. C'est le premier pivot dominant qui est surnommé Monsieur Basketball. Son jeu impose un basket axé sur la taille et la puissance. Premier impact des grands talents de la NBA et que son impact est tel que la NBA décide d'agrandir la raquette en la faisant doubler de volume, passant de 6 à 12 pieds afin de limiter son influence. Autre joueur iconique de cette époque, Bill Russell, pivot des Boston Celtics, qui introduit la défense comme arme principale avec notamment une très bonne lecture de jeu et un grand timing au contre, ce qui lui permet de remporter 11 titres NBA sur 13 finales jouées. Il révolutionne le basket en prouvant que la défense, à elle seule, peut dominer le jeu. On oppose souvent l'attaque à la défense, maintenant pour l'attaque. L'un des plus grands joueurs de l'histoire, Will Chamberlain, pivot des Philadelphia Warriors et des Los Angeles Lakers. C'est un monstre physique de 2m16, 125 kg, capable de marquer 100 points en un match. Et il pousse la NBA à introduire la règle des 3 secondes dans la raquette pour éviter qu'il ne campe sous le panier. Car à l'époque, il pouvait rester autant de temps sous le panier, on lui donnait le ballon et il avait un temps illimité pour se créer son tir sous le panier. Ensuite, on retrouve Oscar Robertson, meneur des Cincinnati Royals, actuellement appelé les Sacramento Kings. C'est le premier meneur capable de contribuer et de combiner scoring et playmaking, c'est-à-dire marquer des points et distribuer le jeu. Il y réalise une saison en triple-double, c'est-à-dire plus de 30 points, plus de 10 rebonds, plus de 10 passes en 1962, qu'il ne sera battu qu'en 2017 par Russell Westbrook
c'est-à-dire plus de 50 ans après. L'un des changements premiers majeurs à cette époque est en 1954 l'introduction du chronomètre des 24 secondes. C'est-à-dire qu'avant 1954, les équipes gardaient le ballon indéfiniment afin de préserver leur avance, ce qui pouvait faire que le score était très peu haut et les spectateurs pouvaient extrêmement s'ennuyer. Cette nouvelle règle accélère donc le jeu, créant plus de dynamisme et de spectacle. La passerelle aux années 70. Les années 70 voient un changement majeur, l'arrivée de joueurs plus polyvalents capables d'exceller sur plusieurs postes, les meneurs deviennent de plus en plus offensifs, les ailiers plus spectaculaires et athlétiques. Évolution majeure. Les meneurs deviennent des créateurs offensifs, les ailiers explosent en mobilité en scoring, notamment l'un des joueurs Julius Erving, et en 1979, l'arrivée de la ligne à 3 points, suite à la création de la ABA, l'American Basketball Association, dans les années 70, afin de concurrencer la NBA. De ce fait, la National Basketball of America a donc fusionné avec l'American Basketball Association, afin de donner la National Basketball Association, qui est le nom officiel de la NBA. Dû à cette fusion, 3 équipes NBA arrivent: les San Antonio Spurs, les Indiana Pacers et les Nets du New Jersey. On constate une chose, c'est-à-dire les joueurs majeurs des années 70 ont également eu leur part d'importance dans les années 80. On retrouve donc celui que j'ai cité précédemment, Dr. J alias Julius Erving, l'ailier des Philadelphia 76ers, qui sera l'idole de Michael Jordan. Il popularise le jeu aérien avec ses dunks spectaculaires. Premier joueur à combiner athlétisme et créativité offensive avec notamment des lay-ups assez durs à réaliser, et lui en fera un atout rare. On retrouve également Lew Alcindor alias Kareem Abdul-Jabbar, pivot des Milwaukee Bucks et des Los Angeles Lakers. Lui introduira le shoot le plus indéfendable de l'histoire de la NBA, le skyhook, qui est donc un bras roulé mais qui part d'extrêmement haut et qui redescend extrêmement vite pour éviter que celui-ci se fasse contrer. Il fut également meilleur scoreur de l'histoire NBA avec plus de 43 000 points en carrière. Cela fut la deuxième meilleure marque de l'histoire depuis que LeBron James, comme je l'ai dit, l'a dépassé. Il a dominé la NBA pendant plus de 20 ans, prouvant l'importance de la longévité, et c'est de là que rend l'exploit de LeBron James encore plus important. Deuxième joueur extrêmement important, Magic Johnson, meneur des Los Angeles Lakers, qui a une spécialité d'être mesuré à 2,06 m, ce qui est littéralement une anomalie du basket encore actuellement. Il apporte le Showtime, c'est-à-dire un jeu rapide basé sur les passes et le spectacle à Los Angeles, et donc de ce fait va permettre à d'autres personnes de s'intéresser à la NBA. Magic Johnson fait parfaitement la transition, car celui-ci a été drafté en 1979, qu'il fait donc la transition entre 1979, la décennie des 70. Ensuite, pour la prochaine partie, je vais parler des années 80 à 2010. J'ai pris ce grand spectre, car dans les faits, le jeu ne change pas tant que ça sur 30 ans. L'apogée du jeu physique dans les années 80 et 90 sur la domination des pivots et des arrières athlétiques est au sommet. On retrouve dans les années 2000 un tournant tactique avec une transgression progressive vers plus d'espace et de jeu en périphérie. Ces décennies voient l'affrontement entre plusieurs styles de jeu. On retrouve les pivots dominants tels que Hakeem Olajuwon, pivot des Houston Rockets, Shaquille O'Neal, pivot du Orlando Magic et des Lakers, puis ensuite des Suns et des Celtics, et Tim Duncan, ailier fort des San Antonio Spurs, qui imposent leur puissance sur les raquettes. De ce fait, on retrouve aussi une différence avec les arrières scoreurs et créateurs, avec notamment Michael Jordan, Kobe Bryant, Allen Iverson, qui révolutionnent le jeu par leur agressivité offensive. Et on retrouve également des ailiers polyvalents
avec Larry Bird et LeBron James, que l'intelligence et la technique peuvent être aussi efficaces que la puissance et l'élégance. Les années 80 et 90 donc amènent la NBA à une renommée internationale, avec notamment la rivalité entre Michael Jordan et les Detroit Pistons, la rivalité entre les Celtics de Larry Bird et les Lakers de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, et une autre rivalité entre les Knicks et le Heat avec Pat Riley qui était coach des Knicks de New York de Patrick Ewing et qui est allé rendre des services du côté de Miami et qui est encore actuellement en 2025 un membre important de l'organisation floridienne. Une des choses les plus prépondérantes du basket à cette époque, il y a deux régimes de tir importants qui sont le régime de tir à mi-distance, qui sont importants par tous les joueurs de la NBA qui utilisent eux le tir à mi-distance comme principal régime de tir pour marquer des points, avec notamment Michael Jordan ou encore Kobe Bryant qui sont des très bons joueurs de mi-distance, et également les role-players qui l'utilisent. Qui est également l'inverse des big men qui eux tirent uniquement près du cercle ou dans la raquette et qui ne tirent que peu à 3 points. Donc je vous le répète, mais les joueurs clés de cette époque sont donc Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal. Le contexte des années 2000 et de la décennie 2000-2010. Les années 2000 marquent une évolution vers un basket plus espacé et stratégique, avec moins de jeux de haut panier, avec un peu plus d'espace. On commence à voir l'arrivée du small ball avec les Suns de Mike D'Antoni et l'arrivée de Steve Nash, qui permet donc aux meneurs de jeu canadiens d'obtenir 2 titres de MVP consécutifs, c'est-à-dire le meilleur joueur de la saison régulière, et le développement de joueurs extérieurs plus polyvalents et de l'arrivée de joueurs un peu plus petits. Les caractéristiques du jeu 2000-2010, c'est toujours une domination des intérieurs intelligents, avec notamment Tim Duncan et Dirk Nowitzki, qui ont des styles un petit peu atypiques. L'un est un joueur très bon sur du tir à mi-distance de Tim Duncan et un jeu de haut panier et défensif important, avec une très bonne capacité défensive au niveau du contre et de la dissuasion, comparativement à Dirk Nowitzki, qui lui est un joueur défensif de moyen voire faible, mais un joueur offensif qui est bon aux 3 niveaux, c'est-à-dire près du panier, à mi-distance et à 3 points. Et Dirk Nowitzki est à la base d'un tir qui est à son nom, qui lui est représenté, c'est-à-dire le fade-away, donc c'est-à-dire un tir en suspension en arrière, mais que lui fait sur une jambe. C'est quelque chose tout bonnement magnifique à voir. On retrouve toujours l'explosion des arrière-scoreurs, avec toujours le meneur de jeu qui est à côté de l'arrière pour lui permettre de mettre en place des systèmes. On retrouve un développement des shooters à longue distance, même si le tir à 3 points n'est toujours pas encore priorisé. On retrouve des spécialistes plus que dans les années 90. Et les défenses deviennent de plus en plus tactiques, apparition des défenses de zone défensives autorisées. C'est-à-dire qu'avant on pouvait défendre, comme je l'ai dit, uniquement en individuel, et à partir de 2001, les défenses peuvent être en zone et donc l'autorisation également des prises à 2. Donc les joueurs clés et qui ont eu de l'impact dans la décennie 2010, Tim Duncan, le dernier pivot qui est donc dit monsieur fondamental, base l'efficacité de son jeu plutôt que de faire le show et domine grâce à son QI basket et sa capacité à jouer sur demi-terrain, notamment en play-off. C'était à ce moment-là qu'on voyait le niveau le plus élevé de monsieur Tim Duncan. Comme je l'ai dit, on retrouve Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, l'héritier de Michael Jordan avec un jeu basé sur la mi-distance et l'agressivité, et prouve que l'éthique de travail et la technique peuvent faire la différence. On surnomme la mentalité de Kobe Bryant la Mamba mentalité. On retrouve Allen Iverson, le meneur de jeu des Philadelphia 76ers, qui révolutionne un petit peu le poste de meneur, car il est très petit, un style très explosif, et il popularise les crossovers et l'isolation offensive, avant que James Harden ne vienne exploser tout ça.
Allen Iverson a également un impact culturel et médiatique sur la NBA, car il était très souvent à l'encontre du commissionneur, c'est-à-dire le dirigeant principal de la NBA, avec notamment des tenues vestimentaires et des propos qui auraient pu avoir un impact négatif sur la NBA, mais celui-ci a été tout le contraire, avec un impact médiatique, et le joueur est une icône tout simplement pour les fans de NBA des années 2000. Et également, je vais oublier de citer Steve Nash, qui est un meneur visionnaire, introduit un jeu basé sur le pace et space, c'est-à-dire un jeu basé sur la vitesse et les espaces. Il inspire le small ball avec son coach et l'évolution du jeu rapide dans les années 2010. Il est un petit peu avant-gardiste. Et on retrouve également LeBron James, qui est le premier ailier d'être playmaker, scoreur et défenseur élite, le premier ou le deuxième meilleur joueur de l'histoire. Donc les changements majeurs des années de 80 à 2010, on retrouve donc la défense de zone, la règle du hand checking, c'est-à-dire que les défenseurs ne peuvent plus utiliser leurs mains pour ralentir les attaquants adverses. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait utiliser la main sur la hanche de l'attaquant pour essayer de le gêner. Et on retrouve également l'augmentation du rôle des shooters, avec des joueurs qui tirent de plus en plus à 3 points, mais à des volumes très faibles. Je le précise, en 2000, 17% des tirs étaient tentés à 3 points. Maintenant, après avoir parlé des années 2010, en passant par 80, 90 et 2000, on va arriver sur la génération 2010-2020, et j'ai nommé cette révolution la révolution statistique du 3 points et des changements défensifs. La décennie 2010 marque un tournant stratégique majeur en NBA. Grâce aux statistiques avancées à l'essor des analystes, les équipes comprennent que leur tir à 3 points offre un rendement supérieur au tir à mi-distance. Cela entraîne une révolution offensive où l'espacement, dit le spacing, devient la clé et où les rôles des joueurs évoluent profondément. Je m'explique. Un tir à mi-distance est à peu près pour les meilleurs joueurs NBA aux alentours de 45%. On constate donc que si un joueur prend 100 tirs, qu'il en met 45 et que le tir rapporte 2 points, sur 100 tirs, l'équipe aura marqué 90 points. Tandis que la moyenne NBA à 3 points, celle-ci n'a pas changé depuis la création de la NBA, c'est autour de 36%. De ce fait, si on prend un tir à 36% qui rapporte 3 points, on tire donc 100 fois à 3 points, on en met 36. 36 fois 3, ça fait 108 points. Donc un joueur qui tire à 3 points marquera plus de points s'il est aux alentours de la moyenne à 3 points que s'il est un très bon joueur de mi-distance. En 2025, 45% des tirs, entre 40 et 45% des tirs sont pris à 3 points. Les tirs à mi-distance, qui sont eux, pour certains, ils peuvent être courts ou longs. Je parle des longs tirs à mi-distance, donc qui sont pris entre la ligne à 3 points et le début de la raquette, disparaissent progressivement, sauf pour les superstars qui continuent d'utiliser ce tir important. Les changements stratégiques des années 2010 à 2020 sont les suivants. C'est la fin de la domination des pivots traditionnels, c'est-à-dire les pivots proches du panier et jouant dos au panier, disparaissent, encore que certains survivent encore à NBA, comme Ivica Zubac, Nikola Jokic ou encore Domantas Sabonis. Exemple, Dwight Howard, pourtant dominant dans les années 2000, devient un joueur complètement moins cohérent dans les années 2010, car son jeu offensif limité ne correspond plus aux nouvelles tendances. De ce fait, le small ball quand la vitesse prime sur la taille. Je redonne la définition du small ball. C'est une stratégie où les équipes privilégient des joueurs plus petits, plus mobiles, capables de défendre plusieurs postes et d'étirer le jeu offensivement. Comme exemple, on retrouve les Warriors de 2015 à 2019 avec ce qu'on a appelé la composition de la mort, le Death Lineup, avec Stephen Curry, Klay Thompson, André Iguodala, Kevin Durant et Draymond Green qui jouaient poste 5, c'est-à-dire pivot,
en faisant 1m96. Cela permettait aux Warriors d'être extrêmement polyvalents et de pouvoir faire plein de choses en même temps et de ne pas tirer de désavantage d'avoir un joueur plus grand et donc peut-être moins mobile. Et donc lorsque les équipes qu'ils affrontaient, notamment les Rockets de James Harden, qui eux avaient mis avec Mike D'Antoni, donc l'ancien coach des Suns des années 2005 à 2010, il jouait avec PJ Tucker, qui était un pivot de seulement d'1m96 et qui voulait battre les Warriors en ayant un spacing et des joueurs capables de tirer à 3 points partout et tout le temps. Pour cela, pour défendre les équipes plus petites, on a mis en place une tactique défensive, les coachs ont mis une tactique défensive, c'est-à-dire la défense en switch. C'est-à-dire, on ne veut plus concéder aucun décalage. De ce fait, sur chaque écran, les défenseurs changent, rendant la défense plus polyvalente et efficace contre les attaques. On constate qu'avant 2010, les équipes évitaient les switches, préférant rester sur leurs joueurs attitrés et de ce fait, potentiellement concéder des décalages et des espaces aux équipes adverses. Après 2015, la plupart des équipes qui ont les personnels adoptent le switch all pour contrer les attaques et concéder le moins de décalage. L'impact, c'est que les pivots classiques deviennent de moins en moins utilisables en play-off s'ils ne peuvent pas défendre sur des arrières. On peut prendre le cas de Rudy Gobert qui lui a tendance à être un très bon, même un très grand défenseur du cercle et de défendre proche du panier. Mais lorsque les équipes ciblent Rudy Gobert en faisant des écrans et des pick and roll, en voulant l'attirer en dehors de la raquette et donc de le cibler pour lui permettre de l'attaquer en vitesse et en mobilité. Maintenant, on va parler de l'impact le plus important, à l'explosion des shooters, quand tous les joueurs deviennent possiblement des tireurs. Donc dans les années 90-2000, seuls quelques joueurs étaient spécialisés dans le tir à 3 points. On pense notamment à Reggie Miller ou encore Ray Allen. Désormais, même les role-players doivent être capables de tirer à 3 points pour être utiles sur le terrain. Avant, les role-players prenaient eux des tirs à mi-distance. Dorénavant, ils ont reculé un petit peu pour se retrouver derrière la ligne à 3 points et donc ont un volume de tir qui est très analytique, c'est-à-dire soit on tire à 3 points, soit on va au lay-up ou au dunk, c'est-à-dire notre régime de tir est de ce fait, soit on est un bon tireur à 3 points et on est efficace au cercle, de ce fait, notre impact sera plus important que d'être un joueur de mi-distance plus que mauvais. Je donne un exemple. En 2000, un ailier de banc comme Rick Fox prenait peu de tirs à 3 points. En 2020, un joueur similaire comme Danny Green tentait près de 70% de ses tirs derrière la ligne à 3 points. Ensuite, la décennie 2010-2020 est marquée par une incroyable densité et diversité de styles de jeu et de superstars. On commence par le précurseur et la tête d'affiche du changement de la NBA, Stephen Curry. Il est le premier joueur à bâtir toute son attaque sur le tir à 3 points. Il est tellement fort qu'il attire les défenseurs très loin, ce qui libère des espaces pour ses coéquipiers. Et rien que par sa présence sur le terrain, il force les défenses adverses à évoluer. Pression tout terrain, défense beaucoup plus mobile, des fois mettre 2 joueurs sur lui lorsqu'il fait des courses pour remonter après des écrans, etc. De ce fait, les défenses se focalisent tellement sur Stephen Curry que par moments, elles laissent des joueurs libres sur le terrain, mais préfèrent concéder des tirs ouverts ou alors des joueurs qu'on laisse volontairement, notamment Draymond Green, ouverts à 3 points, pour bloquer Stephen Curry et son shoot élite, qui est le plus grand shooter de l'histoire à 3 points, avec plus de 4000 tirs à 3 points marqués en carrière. Ensuite, on retrouve James Harden, qui lui domine avec une stratégie de 1 contre 1, un volume de record à 3 points, plus de 10 tentatives par match. Il met le step back à 3 points, devient une arme incontournable de la NBA et la plupart des joueurs stars doivent savoir le maîtriser. Contrairement à Curry, il joue sur un rythme plus lent, maximisant chaque possession. Il est également un grand meneur de jeu et un grand passeur. De ce fait, en gardant le ballon et en voulant marquer lui-même,
les défenseurs vont se concentrer sur lui et vont permettre également de laisser des solutions à ses coéquipiers, notamment à 3 points. Et on se retrouvait souvent dans la situation, ce qu'on appelle de 5 out, c'est-à-dire 5 joueurs qui sont à l'extérieur de la ligne à 3 points pour permettre à James Harden d'attaquer. Et dès que la défense va se resserrer, lorsque James Harden aura passé son vis-à-vis, on va retrouver des joueurs ouverts. Et donc James Harden va mobiliser la défense et manipuler la défense afin de trouver des joueurs ouverts. Ensuite, LeBron James, le premier joueur à dominer en tant que meneur de jeu, arrière, ailier, intérieur. Il peut faire tout. C'est-à-dire il s'adapte à toutes les évolutions du jeu et joue un rôle central dans le basket sans position. LeBron James est un joueur de 2m06, 115-120 kg et il est capable de tout faire. C'est un très grand QI basket. Son jeu repose toujours sur un mélange de pénétration et un tir à 3 points qui commence au fur et à mesure de sa carrière et là qui commence à être de bonne qualité. On ne peut pas laisser LeBron James ouvert à 3 points. Et si on le sert trop à 3 points, il va attaquer le panier et tout démolir sur son passage. C'est le joueur polyvalent par excellence qui tourne depuis toute sa carrière à plus de 27 points, 8 rebonds, 8 passes, qui est stratosphérique. Et il a même fait des saisons en jouant meneur, des saisons en jouant parfois pivot dans certains matchs, ce qui est absolument exceptionnel. Enfin, 2 joueurs du Thunder d'Oklahoma qui ont joué ensemble durant une bonne partie de leur carrière. Kevin Durant, qui est l'ailier ultime, l'attaquant ultime, combinaison unique de taille, de tir et de dribble, 2m08 officiellement. On pense même qu'il est peut-être un joueur de plus de 2m10, capable de jouer avec un tir à 3 points, le tir à mi-distance, et il va également au lay-up, mais vraiment un jeu basé sur le tir, un petit peu comme le faisait Dirk Nowitzki, avec une efficacité encore plus importante, mais surtout un joueur qui est quasiment indéfendable, parce que lorsqu'il va tirer, il sera toujours au-dessus des défenseurs qui le défendent, car il a des bras souvent interminables. Et enfin, Russell Westbrook, qui est un petit peu la contre-tendance de tout ça, c'est-à-dire un des derniers joueurs à ne pas dépendre de son tir à 3 points pour survivre en NBA. Il domine grâce à sa vitesse, son explosivité et un volume de jeu qui est tout simplement exceptionnel, une activité folle avec présence au scoring, au rebond et à la passe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, est le premier joueur depuis Oscar Robertson en 1962, et Russell Westbrook le fait lui en 2017, d'être un joueur qui finit une saison en triple-double de moyenne à plus de 30 points, 10 rebonds, 10 passes, ce qui lui a valu d'être élu MVP, bien qu'il n'ait fini que 6ème de sa conférence. Enfin, les stars et le mi-distance. Si les role-players ont presque abandonné le tir à mi-distance, les superstars, elles, continuent de l'utiliser. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry prennent toujours le même volume de tir à mi-distance que 10 ans auparavant. Pourquoi ? Parce que les défenses forcent les stars à prendre ces tirs en refusant de leur donner des 3 points ouverts ou des drives faciles. Cependant, le tir mi-distance permet également de disséquer une défense, c'est-à-dire que lorsqu'une défense va vouloir bloquer le tir à 3 points, on va feinter un tir et on va aller prendre un tir à mi-distance, car souvent les équipes donnent ces tirs à mi-distance en disant « Donnez-moi le tir à mi-distance, je ne veux pas de 3 points ni de tir au cercle ». Les role-players, quant à eux, tirent uniquement à 3 points, tandis que les superstars gardent un équilibre entre mi-distance, 3 points et tir au cercle. Maintenant, on se dirige vers un basket sans poste. Je m'explique. Les joueurs ayant de plus en plus de capacité à faire tout et n'importe quoi, de ce fait, certains joueurs n'ont même plus de poste. Je m'explique. Victor Wembanyama est un pivot à la base de 2m24 qui normalement, s'il joue 50 ans en arrière, va se retrouver proche du cercle à devoir marquer des paniers de près. Tandis que lui, le joueur français, est capable de dribbler, tirer, passer comme un meneur de jeu. Cela montre sa polyvalence et de ce fait, les San Antonio Spurs utilisent des schémas qui sont très variés avec une utilisation de Victor Wembanyama un peu moins traditionnelle que de le mettre proche du cercle. Ensuite, on retrouve Giannis Antetokounmpo, qui est un joueur qui peut, dans son rôle d'ailier fort, passer, marquer très proche du cercle. Lui est encore un des derniers joueurs qui survit sans tir à 3 points,
mais il est tellement fort, tellement puissant, tellement polyvalent, tellement technique, que c'est le dernier joueur encore en activité, qui est un joueur top 10 NBA, et je suis extrêmement large quand je dis ça, je dirais même plutôt top 5, qui peut encore jouer sans tir à 3 points. Enfin, le joueur également qui est susceptible de changer tout ça est Nikola Jokic, qui est un pivot par sa taille, mais qui a un rôle de meneur de jeu, et qui est le meneur de jeu de son équipe depuis le poste de pivot. Le meneur de jeu de cette équipe des Denver Nuggets, ce n'est pas Jamal Murray, c'est bel et bien Nikola Jokic. On se retrouve vers une NBA qui est de moins en moins avec des positions fixes. La NBA est en constante transformation. Chaque génération de joueurs introduit des joueuses qui redéfinit les standards, des pivots dominateurs des débuts à la révolution du tir à 3 points. Chaque époque a donc vu émerger des joueurs qui ont forcé la ligue à s'adapter. Qui sera le prochain joueur NBA à révolutionner le jeu? Ça, on le saura. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents profils de joueurs et de la nouvelle nomination que les joueurs portent, plutôt que d'avoir un joueur qui est un meneur, arrière, ailier fort ou encore pivot. J'espère que cette deuxième partie vous plaira. La NBA s'est révolutionnée avec des joueurs qui ont de moins en moins de positions fixes. Avant, comme je l'ai dit, chaque joueur était catégorisé dans un poste. Le meneur, l'arrière, l'ailier fort et le pivot. Chaque joueur avait des rôles bien définis. Aujourd'hui, le jeu moderne a totalement transformé cette approche. On parle de moins en moins de postes et de plus en plus de profils et de rôles au sein du collectif d'une équipe. Les analystes NBA ont donc admis qu'il y avait 4 types de joueurs et de profils. Je vais tous vous les expliquer un par un et vous donner des exemples. On commence par le combo guard, qui est donc des arrières et des meneurs hybrides, qui donc sont capables d'évoluer sur le poste de meneur et également le poste d'arrière, et qu'ils peuvent être à la fois créateurs offensifs, scoreurs ou encore défenseurs. C'est donc des joueurs qui créent leur propre tir et parfois celui des autres, qui sont polyvalents offensivement, capables de marquer aux 3 niveaux, qui peuvent défendre sur plusieurs postes, mais pas forcément des ailiers forts, et même pas du tout sur des pivots. Je vous donne 3 exemples. On retrouve Jrue Holiday, qui est un meneur arrière, qui est un défenseur élite, et un joueur capable de créer une attaque au niveau secondaire, c'est-à-dire peut-être pas le créateur primaire d'une équipe, mais peut-être le créateur secondaire ou tertiaire de son équipe. On retrouve Donovan Mitchell et Tyrese Maxey, qui sont des créateurs offensifs secondaires et primaires de leurs équipes. Primaire pour Donovan Mitchell, secondaire pour Tyrese Maxey, qui pour l'un est un scoreur explosif, notamment a une grande capacité à aller au panier, et l'autre est un joueur beaucoup plus mis en mouvement, qui est Tyrese Maxey, qui est extrêmement bon sans ballon, et qui doivent être capables de sortir du pétrin leurs équipes lorsque les responsabilités leur sont données. On retrouve un autre rôle associé au combo guard, qui sont des playmakers, c'est-à-dire un créateur du jeu offensif avec une polyvalence rare. On retrouve donc Luka Doncic, le meneur des Los Angeles Lakers, et LaMelo Ball, le meneur des Charlotte Hornets, qui eux sont des joueurs beaucoup plus polyvalents, beaucoup plus grands également, qui peuvent eux défendre des postes 3 des ailiers, voire des ailiers forts, qui souvent n'ont pas de qualité offensive, histoire de les faire se reposer défensivement, car ils ont une charge offensive extrêmement importante. Et on retrouve également un autre rôle, qui est le rôle de shooter, c'est-à-dire le spécialiste du tir, qui sont des joueurs qui jouent au poste 1, 2, 3, la plupart du temps, c'est-à-dire meneur, arrière ou ailier, qui eux sont des spécialistes. Et on retrouve donc Klay Thompson ou encore Buddy Hield et encore Malik Beasley. Enfin, on retrouve les forwards, qui est donc l'ailier. Le forward, ça veut dire attaquant, car avant on appelait les joueurs des guards, c'est-à-dire les défenseurs, et les forwards qui sont les attaquants. Donc les forwards sont des joueurs qui jouent en tant que ailier et ailier fort, sont devenus les joueurs les plus dominants du basket, car ils combinent taille, qualité et polyvalence.
On retrouve 4 types de forwards. On retrouve le forward que je qualifierais role player, c'est-à-dire un 3&D, c'est-à-dire un défenseur de bonne qualité et capable de tirer à 3 points. On retrouve notamment Mikal Bridges, OG Anunoby ou encore Dorian Finney-Smith, pour ne citer que, qui eux sont des joueurs capables de marquer des paniers à 3 points et de défendre et qui ont des qualités offensives. De plus, on retrouve le second type de forward, le playmaking forward, qui est un créateur et organisateur du jeu offensif à son poste. On retrouve LeBron James, Scottie Barnes ou encore Franz Wagner, qui sont des ailiers de grande taille capables de créer pour eux et pour les autres. On retrouve ensuite le stretch four, qui est un ailier fort capable d'écarter le jeu avec son tir à 3 points. On retrouve donc Karl Anthony Towns ou encore Tobias Harris et Cameron Johnson, qui eux ont des responsabilités offensives plus ou moins importantes en fonction de leur niveau individuel de création offensive, mais surtout, ils sont capables d'écarter le jeu pour donner des lignes de pénétration aux slasher forward ou encore aux combo guards explosifs comme Donovan Mitchell par exemple. Enfin, dernier type de forward, c'est un forward qui est basé sur l'attaque de cercle avec puissance. On retrouve notamment Jaylen Brown ou encore Paolo Banchero, qui sont des joueurs qui sont un peu moins efficaces à 3 points et donc vont utiliser leur puissance et leur capacité physique pour attaquer le cercle et marquer des points proches de celui-ci. Donc les exemples de stars dominantes au poste d'ailier, on retrouve Jason Tatum qui est un scoreur élite et un défenseur élite, qui est un petit peu le 3&D ultime car il est capable également d'avoir des capacités de playmaking et de stretch fort. Ensuite on retrouve Paul George qui est le 3&D top qualité, c'est-à-dire qui est très bon à 3 points et très bon en défense, mais qui n'est pas peut-être un playmaker de très haute facture. Et enfin, on retrouve le 3&D forward, c'est-à-dire l'ailier fort ou ailier défensif ultra physique, complément idéal d'un scoreur, notamment Aaron Gordon. Et on le voit notamment avec Nikola Jokic. Il y a une tendance actuelle, et on le voit en 2025, avec le Oklahoma City Thunder, qui lui a un 5 majeur composé d'un combo guard ultra offensif, playmaker et surtout scoreur. Et ensuite, une armée de 3&D avec un 5 majeur ultra polyvalent. Enfin, on va parler des grands, les bigs qu'on appelle. On retrouve 4 types de bigs, mais avant un petit peu d'histoire. Donc, les pivots traditionnels disparaissent au fur et à mesure des années au profit de joueurs capables de défendre plusieurs postes, d'avoir des capacités de passer le ballon et même de shooter à 3 points. Donc, les différents types de bigs. On retrouve les grands traditionnels qui sont dominants près du cercle et protecteurs d'arceaux, comme par exemple Rudy Gobert, Steven Adams ou encore Clint Capella. On retrouve des bigs, c'est-à-dire des grands, des intérieurs qui sont capables de tirer à 3 points et je vous donne 2 noms, Kristaps Porzingis et Miles Turner, et souvent ces intérieurs capables de tirer à 3 points ont pour la plupart une capacité à défendre son cercle, c'est-à-dire c'est un peu le 3&D du poste 5, c'est-à-dire un joueur capable de tirer à 3 points et capable de défendre son cercle. Ensuite, on retrouve les intérieurs qui sont capables de switcher, c'est-à-dire des défenseurs mobiles, de bouger et de combler plusieurs postes et de switcher sur plusieurs positions. On retrouve notamment le pivot du Heat, Bam Adebayo, et l'ailier fort des Cavaliers de Cleveland, Evan Mobley, qui eux ont des capacités à 3 points de faible qualité, mais qui sont tellement mobiles qu'ils peuvent défendre sur des grands comme des petits, et donc cela permet d'avoir une défense beaucoup plus mobile et de défendre plusieurs postes, de ce fait, de se créer une flexibilité et des schémas défensifs qui peuvent être beaucoup plus différents et surprenants pour l'adversaire. Enfin, le dernier type de pivot, qui est
le pivot qui joue dans un rôle de meneur de jeu primaire ou secondaire. Et pour cela, on a le triple MVP en titre Nikola Jokic et le plusieurs fois All-Star Domantas Sabonis, qui sont 2 joueurs européens et qui, avec le troisième qui commence à arriver en NBA et qui a été élu All-Star cette année, le Turc Alperen Sengun, on retrouve des pivots qui ont de plus tendance à savoir passer le ballon et donc en fait de créer un système offensif toujours autour de lui, basé sur le mouvement, des coupes vers le cercle et avoir des joueurs qui sont capables de tirer à 3 points. Comme ça, on utilise le grand plutôt proche de la raquette, mais également capable d'avoir un système qui tourne autour de lui. Donc la tendance qui arrive en 2025 et sur ces dernières années, avant le pivot restait sous le panier, aujourd'hui le pivot doit être mobile, un shooter si possible, être capable de marquer des points si c'est ce qu'on lui demande et d'être un passeur de qualité, au minimum capable. De ce fait, chaque joueur doit être capable de tout faire. De ce fait, voilà ce qu'on appelle le dernier rôle, et ce sera ma dernière partie de ce podcast, le connecteur. Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, la polyvalence est de mise et de rigueur en NBA. De ce fait, les joueurs doivent être capables de faire plusieurs choses. Un rôle essentiel dans les meilleures équipes, le connecteur ne brille toujours pas dans les stats, mais son impact est énorme. Les 3 rôles clés du connecteur, c'est tout simplement d'être un facilitateur offensif, d'avoir une bonne lecture de jeu et qui permet d'accélérer ou de réduire la circulation de balles. Il doit être également polyvalent, le connecteur s'adapte aux besoins de l'équipe, il peut jouer également plusieurs rôles, soit le rôle de 3&D, soit le rôle de stretch 4, soit le rôle de porteur de balle secondaire. Et il est un défenseur clé, capable de défendre plusieurs postes et d'organiser les rotations défensives. Souvent le connecteur est un joueur multitâche et multi-usage. Les exemples de connecteurs modernes. On retrouve Draymond Green qui, bien qu'il ait été fut plusieurs fois élu All-Star, c'est un défenseur élite, un playmaker que de très haute qualité pour son poste d'ailier fort et c'est un leader vocal. Comme second connecteur de très bonne qualité, on retrouve Josh Hart, l'ailier fort des New York Knicks. Il est un défenseur, rebondeur et passeur et joueur d'équipe parfait. Il complète parfaitement le trio Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Mikal Bridges. Enfin, le dernier connecteur qui est peut-être le connecteur ultime, il s'agit de Derrick White, le meneur arrière, donc le combo guard des Boston Celtics. C'est un défenseur élite, plus qu'élite. Un shooter à 3 points à quasiment 40%, ce qui en fait un des meilleurs shooters de la ligue. Il est un créateur secondaire parfois. Il s'occupe de toutes les grosses missions défensives à prendre. C'est lui qui les prend. Et cette nuit, il a réalisé un match à 40 points lorsque Jason Tatum et Jaylen Brown n'étaient pas là. Et c'est pas tous les joueurs NBA qui sont capables de mettre 40 points dans un match NBA pour faire gagner son équipe. Donc je le répète, un connecteur est essentiel. Il équilibre l'équipe et permet aux stars de se concentrer sur leur force principale, qui est la plupart du temps de marquer des points et de faire gagner son équipe. Il facilite le jeu et la cohésion en attaque et en défense. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère ne pas avoir été trop long. J'en suis à peu près 44 minutes de podcast. Donc, si vous avez des choses à me redire, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, à venir me dire des choses sur mes réseaux sociaux. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast qui parlera de la loterie NBA et de comment la NBA fait pour renouveler son effectif de joueurs. Merci à tous, c'était Arthur dans Sport A360. Passez une bonne fin de journée, une bonne journée ou une bonne nuit. À bientôt.